Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Je me rends compte que Pierre Graff, notre président directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, avec qui on a des discussions économiques, a le positif mince. Il m'avait promis, après des mauvaises nouvelles lundi, de revenir avec des meilleures nouvelles cette semaine, mais c'est pas le cas aujourd'hui puisque le taux de chômage est en hausse au Canada. Puis là, ben ça s'ajoute à tout le reste. Donc, ça laisse présager une période un peu plus dure qui s'en vient. Salut Jean-François. Alors écoute, je voulais t'amener des bonnes nouvelles. Puis si je pouvais à moi seul faire en sorte que le chômage baisse, je le ferais avec plaisir. Malheureusement, c'est pas le cas. Les chiffres sont pas bons une nouvelle fois. On voit que l'économie est quand même fragile, sans être en récession, comme on le sait qui techniquement est 2 trimestres consécutifs de recul. Vraiment, la croissance n'est pas vraiment là. Et on est donc avec les chiffres qui sont tombés ce matin, avec un taux de chômage de 6,4% au Canada et de 5,7% au Québec. On Hmm. était d'ailleurs à 5,7% au Canada en janvier à titre de comparaison. Et évidemment, on est encore plus loin du creux historique autour de 2022 et des 5%. Idem pour le Québec, hein. Évidemment, on était même Ouais. allé sous les 4% de chômage il y a quelque temps. Et si on regarde donc vraiment d'un océan à l'autre, depuis janvier, c'est tout de même près de 150 000 emplois perdus. Alors forcément, c'est pas une nouvelle qu'on aime voir. Un élément qui est important d'ailleurs quand même à garder en tête, et c'est la bonne nouvelle, faut pas oublier que le salaire moyen a augmenté pas mal l'an passé, surtout chez Mhm. les femmes, avec 6,2% d'augmentation des salaires contre 4,4% chez les hommes. Et le salaire moyen d'ailleurs devrait continuer à grimper pas mal selon les prévisions de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. On parle de 3,7% pour cette année en 2024. Malheureusement, ça semble pas se refléter sur la consommation des ménages. Or, sans consommation qui augmente et sans investissement des entreprises qui augmentent, ben on crée pas de croissance et donc on crée pas d'emploi. Donc on crée pas une tendance pour aller vraiment inverser ce qui se passe actuellement, d'où des inquiétudes vraiment de la Banque du Canada et avec raison. Mais en même temps, la Banque du Canada vient de baisser les taux, donc ça va pas un peu à l'encontre de leur inquiétude? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la Banque du Canada est vraiment inquiète que la consommation ne reparte pas toute seule malgré les deux baisses de taux. C'est encore très tôt aussi pour voir quel effet ça pourrait avoir, mais on aurait pensé vraiment qu'il y aurait eu une anticipation. Et là, donc, on semble penser qu'en fait, la Banque du Canada a peut-être été trop prudente. Parce qu'il faut Trop savoir longue avant que d'augmenter, c'est la ça? banque, ben, avant d'augmenter ou de baisser, De baisser, excuse-moi. pour donner un exemple opposé, elle avait tardé à augmenter les taux quand l'inflation était vraiment dans le tapis. Et là, il semble qu'elle a tardé vraiment à baisser parce qu'elle n'avait pas encore l'impression qu'on contrôlait l'inflation. Donc, elle a baissé le taux de 0,25, elle a baissé le taux de 0,25. Mais là, on dirait que ça n'a pas suivi parce que vraiment, avec le ralentissement qui a été créé par l'investissement des entreprises en raison de leur politique restrictive monétaire, ben, il semble que le mal soit fait, puis qu'on n'arrive vraiment pas à recréer une dynamique au niveau de l'investissement des entreprises, au niveau de la consommation des ménages, comme je l'ai dit. Et dans ce temps-là, ben, ça affecte l'économie. Donc, ça laisse potentiellement aussi présager une baisse plus rapide du taux directeur et peut-être qu'il n'y aura pas de pause au mois de septembre. Réunion le 4 septembre prochain pour la prochaine réunion de la Banque du Canada. Parlons maintenant de Boeing. Là. On sait, Boeing ont perdu toutes sortes de morceaux, là, des portes, des trains d'atterrissage. Ils ont eu toutes sortes de problèmes. Il y a même eu un accident d'avion du côté des États-Unis. Et là, ça va de mal en pis pour eux, puisqu'il y a des problèmes avec la navette spatiale. Alors là, c'est vraiment c'est vraiment pas fort du côté de Boeing. Tu l'as dit, des défaillances majeures, hein. Donc deux crashs qui ont coûté la vie à plus de 330 personnes avec leur modèle le 737 Max. Tu l'as dit, des portes qui ont arraché en plein vol, des morceaux qui tombaient des avions, des trains d'atterrissage. Bref, un enjeu majeur vraiment au niveau de la sécurité de leurs avions, de la fiabilité de leurs avions. Et là, c'est la capsule Starliner. Donc, en fait, c'est la capsule qui fait le voyage entre la Terre et la station spatiale. Donc, pour les astronautes, Mhm. qui est bloquée, tout simplement, qui ne permet pas à deux astronautes qui étaient partis en mission à la base pour une semaine de revenir sur Terre.
Ouais. Donc, c'est évidemment un revers terrible qui va continuer à ternir la réputation de Boeing, qui paraît de moins en moins fiable, aussi bien sur le volet des avions commerciaux que sur maintenant leur branche spatiale. Et ça va certainement être pire bientôt, car c'est son concurrent, donc SpaceX, la compagnie de Elon Musk, Ouais. qui arrive à la rescousse et Qui qui va aller les pourrait donc chercher? vraiment, qui va vraiment certainement humilier Boeing parce qu'ils Ah. vont potentiellement être annoncés comme étant vraiment les sauveteurs des deux astronautes qui Hmm. sont bloqués là-bas. Sauf que ça peut pas se faire tout de suite parce qu'il y avait déjà une autre mission qui était prévue d'envoyer quatre donc astronautes avec une navette SpaceX vers la station spatiale. Ce qui se passerait, c'est que le mois prochain, il pourrait partir seulement à deux astronautes pour être capable de ramener les autres lors du retour prévu en février 2025. Donc Eh. là, on a deux astronautes qui vont passer certainement plus de 6 mois en orbite. Et évidemment, chez Boeing, ça risque de faire très très mal. Faut quand même savoir que l'action a dévissé de plus de 20% depuis les 6 derniers mois Mhm. et il risque d'avoir d'autres journées très difficiles sur les marchés. Donc une tâche de plus vraiment sur le dossier du PDG Dave Calhoun qui vraiment se rapproche probablement un peu plus de la sortie. Ouais, puis c'est sûr que ça aide pas à garnir le carnet de commandes, mais j'imagine les pauvres astronautes qui s'en allaient là une semaine, là, tu sais, probablement que si tu rêves d'aller dans l'espace, t'en fais pas tout un cas, mais je pense aux familles. Tu dis à ta femme, une petite semaine, je reviens, fiston, fais-toi-en pas, papa va être là pour le début de ta saison de hockey, papa il s'en va juste une semaine, puis finalement, tu passes près d'un an en orbite, là, c'est complètement autre chose, là. Écoute, c'est vraiment une situation ubuesque qui se passe actuellement. Les situations ubuesques, dès qu'il y a quelque chose qui vole, apparemment, ça arrive à Boeing. À part malheureusement le crash qui vient d'avoir lieu au Brésil il y a 1 heure, malheureusement, avec un avion d'une autre compagnie, comme ça arrive très tristement une fois de temps en temps. Mais vraiment, comme je le dis, pour le géant américain, ça se passe vraiment très mal en ce moment. Et il va falloir qu'il rectifie le tir très rapidement. Sinon, ça va mal évolué pour eux sur les marchés dans les mois et dans les semaines et mois à venir. On va parler maintenant du succès d'Oceaga qui risque d'avoir encore une fois des retombées économiques positives sur Montréal. Ben oui, écoute, vendredi et lundi, l'actualité internationale au niveau économique a été assez chargée, donc c'est passé un peu dans le beurre, mais vraiment, ce festival de musique qui est à part vraiment, qui attire énormément de monde, encore plus de 150 000 personnes cette année, un record d'affluence d'ailleurs, même en journée, pour le spectacle de l'excentrique et coloré Chapel Roan avec plus de 40 000 personnes. Donc, Osheaga, c'est vraiment un beau moyen d'avoir des artistes de renommée internationale pour un prix défiant toute concurrence, hein. On parle de 165 $ plus taxes, je crois, en admission générale, euh, et autres forfaits qui permettent vraiment de voir sur plusieurs jours des shows extraordinaires. Et évidemment, cette participation, cette affluence de personnes a des retombées économiques vraiment importantes, liées évidemment à la consommation sur le site, mais aussi à tout ce qui se passe dans la ville au niveau des restaurants, de l'hébergement. Et en plus, il faut savoir qu'une grande partie vraiment des participants de ce festival spécifiquement viennent de l'extérieur du Québec, Mhm. notamment de l'Ontario. Donc on Mhm. parle quand même d'une couple de dizaines de millions de dollars et on aura certainement les chiffres prochainement officiels qui sortiront. Mais ça devrait battre évidemment une nouvelle fois l'an passé. Bref, l'économie du divertissement profite vraiment à tout le monde, les participants, les organisateurs, mais aussi la ville de Montréal et le gouvernement provincial qui avait d'ailleurs annoncé une aide financière de 1 million de dollars au festival le 2 août dernier. Ça va largement être remboursé grâce aux taxes perçues par la consommation. Donc, il reste encore plein de festivals à travers le Québec, y compris en région. Alors, j'invite tous les gens à y aller puis encourager nos artistes locaux aussi qui en ont bien besoin. Oui, bien ça, c'est une bonne nouvelle. Et heureusement, ça n'avait pas lieu en fin de semaine parce qu'avec la pluie, il y aurait eu pas mal moins de monde, là, mettons, pour le festival. Ou en tout cas, la fête aurait été différente. C'était notre discussion économique avec Pierre Graff. Merci. Merci Jean-François, à lundi.